finale de conférence. Les Cavs étaient à Boston pour le Game 1. Ils sont venus? Bah, il paraît. Nous, on a cherché les témoignages, il y a beaucoup de gens qui les ont pas vus. Hein. Non, certainement pas. On s'installe tranquillou. La bise. Vous avez pas fait de vidéo, bande de glandeurs? Mais si, bien sûr que si. On va en faire une sur Boston-Cleveland. Dédicace. Non, justement, on voulait parler un petit peu de cette finale de conférence parce que on a déjà parlé de Rockets Warriors. Et là, cette fois, on se penche gentiment sur les Celtics qui nous ont offert un match 1 ce dimanche. Magnifique. Holy fuck. Magnifique. Sublime. Magnifique à tous les niveaux, j'ai envie de dire. À Défensivement, tous les niveaux. offensivement, en termes de préparation, on voit bien que, comme à son habitude, Brad Stevens avait très bien préparé ce match. Ouais. Tactiquement, mentalement et tout ce que tu veux. Bien sûr. Il a adapté un tout petit peu son 5 majeur en y intégrant Marcus Morris, le LeBron stopper. Mine de rien, sur ce match-là, on peut pas lui donner tort. Sur les confrontations entre Marcus Morris et LeBron, ça a été à l'avantage de Marcus Morris. Ah, l'avantage. T'as vu là quand même. Ouais, bien sûr, 21 points et dire bon, alors que LeBron fait son pire match de playoff depuis un an. Après, ce qui est intéressant, c'est la défense globale que les Celtics ont proposée sur LeBron, mais d'une manière générale, ça switch sur tous les écrans. Ça joue surtout dès qu'il y a mismatch, ça vient doubler. Ouais. Un mismatch un peu trop imposant, genre un Terry Rozier sur Marcus Smart. Voilà, c'est ça, tu vois. Bim, ça vient doubler. Un Kevin Love sur Terry Rozier, ouais, tout à fait. Non, ça a été très intéressant. Le plan de jeu global de Brad Stevens, c'est super. Même quand il y a 2 fautes pour Marcus Morris, il fait t'inquiète, je panique pas, on te laisse jouer. Tout le match, tu le vois, il y a quasiment plus 20 à la fin du premier quart-temps. Ça monte à plus 30. Il y a un petit comeback des Cavs en fin de troisième quart. Et après, par contre, ça déroule. Il y a un run avec. Fin de troisième quart, ça se termine à moins 14. Et après, et c'est là ça que repart. Tyronn Lue décide de laisser son banc sur le terrain. Voilà, et là ça repart avec du Jason Tatum et compagnie qui font le taf. Incroyable match du coup complet de Al Horford, superbe. Jaylen Brown, incroyable. Tatum en ISO. Bonjour. Tatum très bon. Que se passe-t-il? Oui, Terry Rozier à la distribution et les petites minutes de Marcus Smart et compagnie. Match complet et victoire, mais dominé de quasiment la première et la dernière minute par les Celtics. Ah bah pas quasiment, je crois qu'il y a genre quoi, c'est 5-2. Ah oui, tu parles du score. Oui, non, mais ok, mais le mais ça a match été quoi, voilà, totalement dominé. Sens unique. Donc félicitations évidemment aux Celtics. Ça fait une victoire, il en faut 3 autres. Nous, on se dit du coup, on va se faire une petite preview. Alors, on va pas non plus faire toutes les tendances, etc. Mais il est clair que cette série était très attendue puisque on en parlait là sur Golden State Houston hier. Là, pour le coup, premier match de la saison, Celtics Cavs à Cleveland. Gordon Hayward. Temps mort. Pardon, c'est pas drôle. Non, Alex, t'as pas le droit de faire ce genre de signe en disant temps mort. Mais non, bien sûr, la totale. Déjà ce match-là qui était traumatisant alors qu'il était assez engagé. Le match en février avec Cleveland qui se ramène à Boston avec la nouvelle team et tout, Jordan Clarkson, ça met Détroit, etc. T'es là genre ouais, que se passe-t-il? Ils les ont défoncés. Et là tu débarques avec le Game 1, what the fuck, que se passe-t-il? Donc Boston a le droit d'être confiant. Oui, sans Kyrie, sans Hayward, sans Daniel Theis. Les Celtics sont déjà très surprenants depuis le début des playoffs. Oui. Enfin, je veux dire, les Bucks en 7, et après, derrière... Les Celtics en... Les Sixers. Les Sixers, tu les nettoies. Tu les nettoies bien comme il faut. Tu les nettoies, les Sixers. Bien sûr. 4-1, bam bam. 4-1, c'est dur. Et pendant ce temps-là, les Cavs, quelque part, c'est un peu le même déroulé. C'est-à-dire que tu galères contre les Pacers en 7... Et derrière, tu nettoies salement les Raptors. Tu les nettoies même plus, là. Tu les laves. Vous avez mis un tantôt, vous avez passé un été de merde. Voilà, attention. C'est obligatoire. Normal, les Raptors. Le Bronto, évidemment. Le Bronto, tout ça. Extinction des dinosaures. Voilà. Petits pieds, tout ça, bien sûr. Qui aime les cathos. Jurassic Park, c'est terminé, tout ça. Bon, bref. En attendant, sweep. Et donc, les mecs, voilà, c'est ça. Il y en a dedans? Non, t'as faim? Il y en a pas, c'est con. Ouais. Dommage. Non, on aurait pu mettre des rondins sur la table. Ouais. Non, c'est sûr. Non, mais plus sérieusement, les deux équipes sont arrivées en finale de conf après avoir galéré au premier tour, après s'être baladé, plus ou moins baladé au deuxième tour. Ouais. Et là, on se dit quand même que LeBron, même si les Cavs collectivement moins bien organisés, qu'il y a un delta en termes de coach assez hallucinant et tout, on se dit quand même ils ont LeBron il a montré depuis le début des playoffs que bon voilà que il pouvait faire sa salle de bain de n'importe quelle salle en NBA. À la conférence, ce qui appartient toujours autant. Premier match, bim bam. Premier match, ça fait mal.
Maintenant, on le sait, avec un gars comme LeBron notamment et avec l'expérience des Cavs, t'as 2 matchs à jouer à Boston. Il faut en gagner un. Tu peux en gagner un. C'est leur objectif. Tu peux gagner, tu peux retourner à Cleveland à 1-1 et du coup on changera tous de discours. S'ils gagnent le match 2, on va être là 1-1, ouais, ils ont repris l'avantage du terrain. Voilà, c'est ça. Le Gérard. Pour peu que Kevin Love fasse un petit 24 points, 9 rebonds, tu vois, dans le game 2 ou un truc comme ça. Bien sûr, et que LeBron se vénère parce qu'il a un Korver qui rentre ses tirs ou ce que tu veux. C'est surtout, regardez, on parle quand même du pire match en playoff de LeBron depuis 1 an. Ah, bah largement. Mais c'est 15 points à quoi 6 sur 14 de shoot, 5 sur 14 de shoot. Avec 7 balles perdues. Ouais, non, puis même dans il a été bien pris dans l'intention, il a été gêné. Défensivement, il a fait 5 bonnes minutes et après 31 dégueulasses. Il a essayé de distribuer, mais les bonnes rotations des Celtics ont fait que les Cavs ont eu du mal à trouver des tirs ouverts, et même quand ils ont trouvé des tirs plus ou moins ouverts, ils ont envoyé de la brique. C'est ça qui est bizarre. Attention, tout à fait. C'est ça qui est bizarre en fait avec ce Game 1, c'est que quand on le regarde un petit peu, il y a plein de messages en fait. C'est impossible d'enlever le moindre crédit à Boston qui fait un super match. Non, c'est totalement mérité. Il y a plus 25, il y a plus 25. Pur match. Mais tu sens que ça jauge un peu en face. Oui, ils se sont fait surprendre d'entame. Mais tu sens que ça a reniflé un peu. Genre, même LeBron en parlait, etc. Et moi, je le vois un petit peu. Ils ont eu des shoots ouverts, quoi. Je veux dire, Cleveland, ils les ont pas mis. Ils sont à quoi 4 sur 26 à 3 points. Ouais, c'est dégueulasse. 4 sur 26 à 3 points. Alors, ça justifie pas tout. C'est parce que t'en mets la moitié que du coup, tu vas soudainement défoncer Boston. Mais tu sens quand même que les shoots étaient disponibles. Il faut que LeBron rentre dans sa série, que le reste du groupe suive aussi. Défensivement, ils y étaient pas. Donc, tu peux tout avoir en fait sur le game 2. Les shoots sont forcément disponibles parce que même quand Boston défend hyper bien, comme on le disait tout à l'heure, ils switchent sur quasiment tous les écrans. Quand il y a une mismatch un peu trop imposante, notamment sur LeBron, ça vient doubler. Et on sait très bien que quand tu vas doubler sur LeBron, même si tes rotations derrière sont très rapides, les Kyle Korver, les Gérard et tout, ça a le temps de shooter, Kevin Love et tout. Et puis Kevin Love peut faire des bêtes de passe comme LeBron. Exactement. Donc les tirs peuvent exister pour Cleveland. Et même si la défense des Celtics est très très bonne, après ça diminue les probabilités de bons tirs. Mais enfin, quand même, là ils les ont pas mis. Non. Que ce soit contesté ou pas contesté, il n'y a rien qui est rentré. Rien. Il n'y a pas un type qui... je crois qu'il n'y a que George Hill qui tire à peu près correctement. Deuxièmement, la défense très moyenne de Cleveland depuis le début de saison, même mauvaise en saison et pas terrible depuis le début des playoffs, là elle s'est fait exposer, comme on dit. C'est-à-dire que l'attaque des Celtics qui est loin d'être la meilleure de NBA, normal, t'as pas Kyrie Irving, t'as pas Gordon Hayward, tu vois, à un moment donné, l'attaque c'est aussi un talent. Clair. Donc là, j'adore Scary Terry, j'adore Jalen Brown, Tatum, ils sont magnifiques. Mais t'en prends 108 par ces Celtics-là, c'est pas normal. Inacceptable. Tu dois mieux défendre. Bien sûr. Tu dois mieux défendre. Et tu peux. Tu peux et tu dois. Donc ça, là-dessus, Cleveland, c'est ce qu'il a à faire, jouer plus dur déjà pour commencer. Tout à fait. Et ça passe par tout le monde parce que tu peux isoler chacun. Il y a globalement comment les Cavs ont réagi parce qu'ils en prennent combien en première mi-temps 61 Beaucoup trop. 61, je crois. 61, il y avait 61-35 à la mi-temps. T'en prends déjà 61 en première mi-temps, ça c'est inacceptable. Et ça passe par tout le monde, notamment LeBron, qui a fait énormément aussi d'erreurs défensives. D'autres gars aussi, Gérard, ça vient pas close out sur les shooters, etc. En fait, tu sens que si tu hausses un tout petit peu la jauge défensive des Cavs, ça peut vraiment saouler Boston. Ouais, il faut qu'ils en aient les moyens, il faut qu'ils s'en donnent les moyens. Il faut qu'ils en donnent les moyens. Parce qu'ils les ont. Il faut se préparer. Ils les ont les moyens. Bien sûr. Donc il faudra voir sur le Game 2 ce que ça va donner. Je crois que c'est ce mardi soir, ce soir. Oui. Donc on verra ce que ça va donner pour Cleveland. Maintenant, évidemment, on va se baser sur de la preview globale et notamment sur l'aspect tactique, technique, spécial Didier Deschamps. Alex, qu'est-ce qui va t'intéresser et qu'est-ce qui va vous intéresser surtout sur cette série? Parce qu'il y a plein de choses là aussi à regarder, que ce soit à titre individuel, collectif, sur le banc, sur le terrain. Qu'est-ce que tu vas regarder en proms? Qu'est-ce qui va être déterminant selon toi? La faculté offensive des Celtics a continué à avoir une marque répartie comme ça pour scorer. Oui. C'est-à-dire qu'on sait que les Cavs, là LeBron a fait un match dégueulasse, demain Marcus Morris ou pas Marcus Morris, à Horford ou pas à Horford ou tout ce que tu veux, des doubles prises et tout, LeBron peut faire un 38-12-12. Oui. On le sait. Ils ont cette force les Cavs. Les Celtics, sauf si j'ai mal vu, mais ils n'ont pas ce joueur. Ils n'ont pas ça. Je veux dire, là, Marcus Morris en 21-10 avec un Jalen Brown à 23 points, tu vois, et Jason Tatum qui shoot propre, même s'il met un peu moins de points que d'habitude, il est à 16 ou 18. 16 points. Ouais, voilà. Mais c'est cette répartition de points qu'il leur faut. Il leur faut 2-3 joueurs autour des 20 points. Alors Ford aussi a mis 21 ou 24 20 points. Il fait 20 points sur bon 4 passes ou 22 points sur bon 4 passes. Alors Ford, c'est pas un mec qui demain va débarquer et foutre 38 points. Non. Enfin,
Je pense pas. Donc ils n'ont pas Kyrie, quoi. Ils n'ont pas Kyrie qui peut prendre feu. Même Gordon Hayward est capable de mettre des gros scores aussi. Pions, ouais. Bon, il est pas là. Mais donc ils n'ont pas ça. Donc ils sont obligés à chaque match d'être effectifs. Pardon, je parle anglais maintenant. Efficace collectivement. Mm-hmm. Et Jalen Brown, et Jason Tatum, et Al Horford, et Scary Terry, et Marcus Morris, et les gars qui sortent du banc, Marcus Smart, Aaron Baines, voilà. Samuel Jolet. Il faut que tout le monde y aille de sa petite contribution et que quand il y en a un qui est un peu moins en forme, et que ça soit complété par la production d'un autre. Donc ça, c'est le boulot de Brad Stevens, qui le fait admirablement bien. Sauf que c'est un équilibre qui est pas si simple à tenir. Et tout à l'heure, à l'instant, là, tu parlais de la défense de Cleveland. Si la défense de Cleveland arrive un peu à foutre son grain de sel là-dedans, je suis curieux de voir comment va être la réaction collective des Celtics. Donc pour moi, tactico-technique, réussir côté Celtics à entretenir une attaque qui va te foutre la centaine de points à tous les matchs. Si ça fout la centaine de points, voire un peu plus à tous les matchs, la série va être longue. Ouais, la série va être longue. Je suis d'accord. Ouais. D'accord. Bah justement, c'est marrant que tu me parles de collectif parce que on a vu deux visages. Moi, sur le côté Cavs, un petit peu, c'est justement l'apport autour de LeBron. Parce que on l'a vu sur la première série contre Indiana. On peut la retailler comme on veut. C'est quand même 4 matchs remportés limite par LeBron. C'est clair. Quasiment. Il y en a 3 qui sont gargantuesques et un 4e qui est assez bien géré. C'est vrai que contre les Raptors, t'as raison. Les coéquipiers ont été beaucoup plus là. C'est une série qui est quand même. C'est pas là pour dire que LeBron n'a pas fait sa série. Non, il fait une série grave sa série. Il fait un game 2 monstrueux, mais t'as le step-up de Love, Gérard et compagnie. Game 1, rappelle-toi, on avait dit Korver, Gérard qui avait trop bien shooté. Après, il y a Love qui a step-up. Bien sûr, bien sûr. Enfin, non, je suis d'accord. Je crois que tu peux pas faire le modèle Indiana et battre Boston. Non. Attendre des bêtes de match de LeBron et te dire ça peut passer. Ils sont mieux organisés. Mieux organisés, meilleur coaching, meilleur tout ce que tu veux, plus de soutien à domicile, c'est des petites choses, tu vois, mais je pense que tu peux pas compter sur des matchs gargantuesques de LeBron et te dire ok, let's go, ça va le faire. Donc tu me dis quoi là? Tu me dis que donc je pense que tu ne peux pas faire un modèle où il y a un mec à 38 points de LeBron et il faut absolument, tu vois, Kevin Love là, il fait 17 points 8 rebonds. Je m'attends pas non plus à plus, ça me va. Là sur le game 1, c'est pas tout mal. Il a pas très bien shooté. Mais ça me va si Gérard ou Korver ou George Hill ou Jeff Green ou qui que ce soit là apporte sa 10-12aine. Il le faut. Ils en ont besoin. Il le faut. Ils ne pourront pas, pour moi, Cleveland passer. 4 sur 26 à 3, ils vont peut-être pas shooter aussi mal. 4 à 3, exactement. Attention. Mais donc, il faut absolument que tu aies un Korver game, un Gérard game, tout ce que tu veux. Jeff Green, retour, je sais pas, Tony Garden, ce que tu veux. George Hill. On a vu Rodney Hood, notamment, qui avait poussé une gueulande et qui a été pas mal sur le game 1, notamment Rodney Hood sur son entrée de jeu. C'était pas mal. C'est typiquement le genre de petit apport où il faut qu'il y ait ça, mais x4 parce que t'en prends 25 en ayant un jeu comme ça. LeBron fait son pire match, donc évidemment ça serait pas le même score s'il jouait à fond, mais je crois, en tout cas pour moi, vraiment la clé côté Cleveland pour gagner cette série, ça va être ok, si tu veux, LeBron en 32-12-12, là tu sais comme il va faire à la fin de la série, il va faire 32-12-12 de moyenne, on va se regarder, on va faire c'est LeBron, c'est comme ça. Il faut qu'à côté Kevin Love soit dans ses moyennes à peu près. Il faut que chacun respecte sa moyenne de saison régulière. Oui. Pour moi. Si Cleveland fait ça, du coup, ça donc passera. De l'attaque, là, tu parles d'attaque. Donc de l'attaque, tout à fait. Parce que t'as raison, en effet, de mentionner, quoi qu'il en soit, l'aspect justement de l'attaque de Boston face à ce que Cleveland va essayer de faire proposer défensivement, mais j'ai pas trop de doute sur le fait que Cleveland va essayer de step up sa défense. Ils vont essayer, mais toi tu dis qu'ils en sont capables, moi je dis quand même que Cleveland depuis le début de saison défend quand même très mal. Ah c'est dégueulasse, mais quand ils ont de temps en temps, branchent le secteur, ils ont montré 2-3 petites, d'ailleurs notamment contre les Raptors. Ils ont montré 2-3 petits éclairs de défense un peu sérieuses. Ouais. Notamment avec Tristan, avec le 5, avec Tristan, Jeff Green, George Hill. Et après, on le sait, Toronto rêve du mouvement de balle de Boston, donc voilà, donc c'est pas du tout la même équipe. Donc à défendre, c'est aussi plus compliqué parce que là, tu peux pas faire la règle à $50 sur les pump fakes de DeMar DeRozan. Tu vas faire ça sur qui? Et puis cette équipe de Boston, elle a un truc, elle a rien à perdre. Les mecs ils sont déjà libérés, ils ont tellement explosé leur se voyait hier. Ils jouaient sérieux, déterminés, avec l'envie de gagner. Attention, c'est ambitieux et libéré, ouais. Mais non, c'est clair. Ils ont pas la pression. Les mecs ont pris 4 années dernière par Boston, ils ont déjà réussi leur objectif. Ils ont pas la pression, ils ont pas Kyrie Irving, ils ont pas Gordon Hayward. Je veux dire, même si là, ils se font gentleman sweep, c'est-à-dire qu'ils perdent les 4 prochains, ceux auxquels je ne crois pas vraiment. Personne ne dira quelle saison pétée de Boston. Non, au contraire, on dira putain, Boston. Ils ont tellement excédé leur objectif. Quelle saison de ouf, tu vois. C'est sûr et certain. Un petit facteur X sur la série. C'est parti, balancez-le. Pendant ça, je vais demander à Alex qui va être le facteur X de cette série selon toi. Attention, ça se frotte les yeux, ça se remet les lunettes en place. Évident, hein. Et qui on va prendre? Le facteur X de cette série, je vais prendre un gars côté Cavs. J'hésite. Vas-y. Ouais, je vais prendre quand même
Je vais prendre Jeff Green. L'ancien Celtic. Vas-y. Je vais prendre Jeff Green sans grande conviction. C'est très dur de trouver les Factor X côté Cavs. Puisque, en fait, à part LeBron, ils ont tous des gueules de Factor X. Gérard. Factor X ultime. Non mais George Hill, hein. Ouais. George Hill, le jour où il fait 4 sur 5 à 3 points et puis qu'il met 6 passes, c'est un Factor X en fait. Tout à fait. Donc Jeff Green, ouais. Moi je prends Jeff Green parce que le jour où il fait 4 sur 5 à 3 points et puis il prend un peu ses rebonds et puis il met une défense un peu correcte sur du Tatum ou du Jaylen Brown ou du Marcus Morris ou tu vois en fonction de ce que Brad Stevens voudra lui mettre en face, ça peut limite changer un match. Tu vois, si tu parlais tout à l'heure, tu disais il fallait qu'il y ait de la production à côté de LeBron. Le jour où LeBron fait un gros match, donc où Boston va galérer, va se focaliser sur lui. Si à l'opposé, des doubles prises ou dans les kick-out de LeBron, il y a un Jeff Green au bout de la passe qui rentre ses 3, non, c'est clair. Voilà, tout de suite, c'est plus galère pour Boston. Donc en plus, Jeff Green, je trouve, il a un bon profil athlétique de 3-4 qui peut défendre sur pas mal de joueurs de Boston. Et donc, j'étais très déçu par son match 1. Oui. Franchement, il faut qu'il fasse mieux. Très déçu. Il y a la place. Hein. Il y a la place, il a le potentiel athlétique, il a la technique, il a un peu d'expérience. Enfin, il a tout ce qu'il faut. C'est son ancienne franchise et tout. Il a tout ce qu'il faut pour. Il a fait quelques matchs contre Toronto. Hein. Pour faire exactement, mais il est capable. Jeff Green, c'est pas un mauvais basketteur. En sortie de banc là ou en titulaire en fonction de ce que Tyronn Lue nous sortira comme superbes Ce que Caroline va nous mettre sur le banc. Comme superbes inspirations, mais voilà, allez, Jeff Green, Factor X. Jeff Green, c'est parti pour Alex. Et bien du coup, je vais partir sur Monsieur Pitbull, Marcus Smart, du côté de Boston. Ça va être mon petit Factor X, Monsieur Smart. Non pas que je mette Boston, attention, vainqueur de la série, on verra après, on fera le pronostic, mais en fait, j'ai très hâte en fait d'anticiper. J'ai beaucoup aimé son Game 1. Parce que j'ai bien aimé ce qu'il a fait défensivement, etc. Comme d'habitude, c'est du Marcus Smart comme on connaît. En fait, là, Marcus Smart est vraiment très très proche de son été le plus important de sa carrière là, avec tout ce qu'on connaît au niveau contractuel, etc. J'ai hâte de voir en fait comment il va répondre parce que il y a plein de gars auxquels je pensais là, tu vois, tu parlais notamment de Girard qui aurait pu être un Factor X parce qu'on les a vus sur les deux séries précédentes. Le mec il pouvait défendre du Oladipo, du DeMar DeRozan, là il a qui à défendre un peu, c'est un peu chelou pour Girard. Tu sais pas, avec Boston c'est le truc que s'il n'y a pas de mec à mettre en avant. Et en fait Marcus Smart, tu peux à la fois le mettre sur des joueurs un peu importants à qui tu vas filer le ballon autre LeBron et Love, donc en fin de chaîne, hein, ça va pas être de la création, mais c'est surtout en fait en attaque, c'est-à-dire que tu viens d'en parler, si ça commence à capoter et que tout d'un coup Terry Rozier n'est plus Kyrie Irving mais Terry Rozier, si Jason Tatum n'est plus Paul George mais redevient Jason Tatum, si Jaylen Brown n'est plus Jimmy Butler mais qui redevient Jaylen Brown, et si Al Horford n'est plus Anthony Davis mais qui revient Al Horford, il faut qu'il y ait un gars en sortie de banc qui fasse le boulot, et le patron du banc de Boston, c'est Monsieur Marcus Smart. Donc si il faut qu'il y ait des gros passages en force, la quinzaine de points qui soient mis, un match où il met ses tirs extérieurs, etc., ça peut faire la différence pour Boston. Je vais le surveiller lui de très près parce que en plus il y a ce côté un peu on est peut-être en train de voir la dernière série de Monsieur Marcus Smart à Boston en secret. Possible hein. Potentiellement, puisque Monsieur devra renégocier tout ça. Moi j'ai bien aimé son match, hein. C'était tout pas mal hein. Donc quand il va se ramener au bureau de Danny Ainge cet été. Ouais. Allô Danny. Salut Danny. T'es là? Chaque fois je tombe sur le répondeur. Ouais. Ça va être un peu ça. Dans tous les cas on passe au pronostic. L'autre il va lui renvoyer un SMS, il va les mettre mid-level, ça te va? Dommage, DOMAJ en T9. Dommage, à bientôt, plus. Ouais. Non, on va passer au pronostic. Un petit see you, magnifique. On va se faire le pronostic. Alex, et vous évidemment, qui vous balancez en pronostic sur cette série? Cavs, Boston, il y a déjà 1-0 pour les Celtics. Qui va en finale NBA se faire défoncer par l'équipe de la conférence Ouest? No disrespect envers l'Est, mais bon, quand même, faut dire la vérité. Hein. Alex. Les Cavs. C'est bien. J'ai cru que t'allais troller ça. Première raison. Non, avant la série, quand on a fait le papier, hier on a fait le papier sur Trash Talk. Sur le site, tout à fait. Avant-hier d'ailleurs, dimanche, on a fait le papier sur Trash Talk avec les pronostics de la rédaction, où tout le monde avait donné son avis. J'ai mis 4-2 Cavs. Tu sais quoi, je vais m'y tenir. Bah oui. Même si effectivement, la physionomie de ce Game 1 avec la victoire de Boston... non pas que ça me donnerait envie de mettre Boston, parce que je pense quand même que les Cavs ont quand même non pas le meilleur joueur de la série, mais les deux meilleurs. Je pense quand même que Kevin Love n'a pas vraiment d'équivalent, à part peut-être Al Horford. Tu vois, le vrai Kevin Love qui rentre ses shoots et qui prend des rebonds, c'est un All-Star. Tout à fait. Ils ont pas ça. Après, il y a Al Horford quand même. Hein, il est vraiment à un niveau incroyable. Et après, les autres sont incroyables, mais ça reste des jeunes. Oui.
Les Brown, les Tatum, les Rosier. Non, il y a un moment, il faut qu'ils redescendent sur Terre. Donc, est-ce qu'ils vont redescendre sur Terre? On ne sait pas, mais même si ce n'est pas le cas, je pense qu'avec un gros LeBron et un ou deux role-players qui font leur job autour, comme on l'a dit là tout au long de cette preview, je pense que Cleveland a cette année encore les moyens d'aller en finale NBA. Oui. Donc je mets 4-2, vu qu'ils n'ont pas l'avantage du terrain. Je pense que je les vois bien finir à la Q Arena. En fait, je les vois bien en prendre un. En fait, c'est pas compliqué. Faut qu'ils en prennent deux. Tu sais quoi? Je les vois bien en prendre un. Donc rentrer à Cleveland un partout. Ouais, pardon, je vois bien ouais. Partager aussi là-bas à la Q Arena. Gros game 5 de LeBron. Je vois bien un game 5 de LeBron de malade dans le TD. Et après, tu finis à la Q Arena. Boum, 4-2. Voilà ce que je... Voilà, ma boule de cristal, voilà ce qu'elle vient de dire. Voilà ce que tu vois. Elle n'est pas hyper fiable ces derniers temps, mais ça vaut ce que ça vaut, c'est une boule de cristal quand même. Tu pars sur 4-2. Et bah écoute, je pars aussi, j'ai mis 4-2 Cavs sur cette série. Voilà, donc évidemment, comme j'ai mis mot pour mot, fait chier parce que on est dans un cas de figure où soit on parie contre LeBron, on est là, putain, quelle connerie, et soit tu paries contre Brad Stevens et tu dis putain, quelle connerie. C'est le pire des trucs devant lequel on est mis, puisque ce sont les deux personnes qui ont fait le plus mentir de monde sur leurs deux premières séries de playoffs. Clairement. Donc du coup, là pour le coup, finale de conférence, je fais confiance aux superstars, surtout quand la superstar pour le coup est un coach également. Donc du coup, je fais un peu plus confiance à LeBron. Moi, je vais juste faire différemment de toi, quitte à s'amuser un petit peu. Je pense qu'il y a 1-1, que ça retourne à Cleveland, qu'il y a 3-1, que LeBron nous fait sa spéciale 3-2 et qu'on retourne à la maison à Cleveland pour terminer ça 4-2. Les Cavs iront se faire défoncer la gueule en finale NBA. Face à une équipe de l'Ouest, on verra ça, peut-être pas. Exactement. 4-2. Les fans de Boston, évidemment, ne soyez pas vénères. Soyez les premiers à venir nous cracher à la gueule si Boston sweep cette série. N'est-ce pas? Quand il y aura 4-0 et que LeBron décidera de signer à Châteauroux, on sera les premiers à s'excuser. Au Châteauroux Sixers, au Châteauroux Crazy Frogs d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà fait des Crazy Frogs. Dans tous les cas, on fait des bisous, évidemment, à la Celtics et la Cavs Nation. Et oui, n'est-ce pas d'ailleurs? Merci Gilles et tous les copains qui ont envoyé déjà. C'est magnifique. Vous avez vu, c'est spécial. Il va falloir qu'il s'envoie d'Iron Man. C'est Iron Man. Bonne finale de conférence à tous. Bon courage à Iron Man. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao.